on est rejoint par Théo, qui est un peu le déclencheur de ce projet, des birdies plein la tête, puisque avec son projet sportif, professionnel, l'accompagnement de ce projet a donné naissance à cette idée. Il est donc en face d'un joueur qui vient d'avoir la carrière qu'il rêve d'avoir, donc c'est une rencontre particulièrement intéressante. Il aura quelques questions à poser. Moi, je voudrais faire la transition en posant une question à laquelle il n'est pas forcément facile de répondre, mais de savoir que tu as eu la carrière qui a été la tienne. On évoquait tout à l'heure Phil Mickelson et d'autres que tu as côtoyés à l'université qui ont eu aussi la carrière qui a été la leur, et puis d'autres, sans doute, avec lesquels vous avez joué, n'ont pas eu de carrière. Qu'est-ce qui, d'après toi, fait la différence entre quelqu'un qui va passer ce cap, qui va devenir un pro, qui va vivre de ça pendant 20 ans, et quelqu'un qui ne va pas y arriver? Alors, comme je disais plus tôt, clairement, ça peut être de toute façon pour cas par cas, pour des raisons différentes. Clairement, je pense que c'est les attributs personnels je pense, caractériels, peut-être avant tout. Je parlais de persévérance, d'énorme volonté, d'avoir le couteau entre les dents. Après, il faut que ça se matérialise, je dirais, sur la performance, puisqu'encore une fois, c'est pas comment, c'est combien au golf. Il faut rendre une carte de score, point barre, professionnel, amateur, compétition, qu'importe. Donc, clairement, on le sait tous, il y a la part belle à la gestion émotionnelle, à la gestion mentale dans ce jeu. Alors, pour réussir professionnellement, clairement, il vient quand même des aspects, entre guillemets, de pression supplémentaire, enfin, ou pas, parce que il y a les aspects matériels qu'à partir de là, c'est avec ça qu'on va gagner son pain, entrer dans la vie active. Mais néanmoins, fondamentalement, peut-être quelqu'un qui va réussir, c'est quelqu'un d'abord qui aura peut-être la chance, comme je l'ai dit, d'avoir un cursus qui au fur et à mesure a les performances qui fait qu'en passant professionnel, on a déjà des sponsors, un budget, donc cet aspect-là, il est mis de côté, on n'a pas à s'en soucier, et puis on peut se donner clairement un cœur joie à la compétition. Après, voilà, c'est vrai que moi, ce que j'ai appris, ce que je conseillerais à tout jeune, c'est que il y a des adaptations à se faire au contexte. Clairement, moi le premier, n'importe qui, la première fois qu'on va avoir, même encore en tant qu'amateur, les premières fois qu'on va jouer un tournoi plus important, où il y aura pour la première fois des spectateurs, en dernière partie, ou je ne sais pas quoi, tout d'un coup, une centaine de spectateurs, alors que d'habitude, on joue dans l'anonymat, ça, voilà, ça amène un peu d'émotion, ça amène des facteurs physiologiques, peut-être déclencheurs de stress, tout ça, qu'il faut accueillir. Ça fait partie de la connaissance de soi-même. Tiens, comment je suis, comment je gère bien, est-ce que c'est motivant, est-ce que c'est inhibiteur, qu'est-ce qui se passe, ainsi de suite. Alors voilà, quand on passe professionnel, c'est important, si possible, d'avoir quelques expériences, de pouvoir jouer un tournoi professionnel en tant qu'amateur. Déjà aussi, voilà, observer, mais je pense que clairement, il faut, pour réussir assez rapidement professionnellement, il faut avoir du cran. Clairement, il faut avoir une bonne confiance dans son jeu, en soi. J'ai envie de dire, pas forcément absolument avoir pleine confiance en soi dans le sens arrogant, j'arrive, je vais tout casser, vous allez voir tout ça. Non, on peut être tout à fait réaliste et savoir qu'il y a des étapes effectivement à franchir, plein de choses à apprendre encore, à s'adapter justement. Mais par contre, je crois qu'il faut absolument pouvoir croire qu'on peut accéder à des raccourcis. Comme un McIlroy qui, bon, évidemment, il a tellement un cursus de confiance, de résultats positifs, les Nicholson, ainsi de suite, que quand il passe pro, boum, tout de suite, ils ont le jeu pour. Et je veux dire, j'imagine que mentalement, ils le savent à l'avance, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à assumer que tout de suite, ils ont leur place. Je pense, par contre, j'entends par-ci par-là parfois des choses qui m'interpellent dans le sens où je me dis, tiens, c'est dommage. J'entends trop souvent, je pense, dans les jeunes joueurs amateurs ou jeunes professionnels français, qui sont trop, peut-être, j'ai envie de dire, formatés du style, alors, il faut absolument, étape par étape, alors là, il faut que j'aille faire mes classes sur le Alps Tour, et puis ensuite, la logique, c'est que, si possible, j'arrive au Challenge Tour, et puis peut-être après, je vais pouvoir avoir quelque part, je pense, en termes d'attributs,
il faut pouvoir se permettre et croire qu'il n'y a pas de raison à ce qu'on ne puisse pas assez rapidement passer par un raccourci et pourquoi pas directement arriver sur le circuit européen. Oui, au début ça va faire drôle, clairement. Mais le job après, dans toutes les rookie years, les premières années, c'est assez rapidement prendre ses marques, effectivement, bien s'entourer avec justement un caddie professionnel. Dans ce cas-là, quand on est à ce niveau, en général, on se voit proposer des services de management professionnel. Voilà, donc assez rapidement se mettre à l'aise avec une équipe autour de soi, mais apprendre à ne pas regarder les autres taper justement, ou apprendre assez rapidement à ne pas regarder les autres jouer, hein, et se dire, il y a un moment donné aussi où c'est eux qui sont susceptibles de me regarder moi. Quand voilà, je suis jeune qui arrive, certes, mais voilà, je suis capable de poser des bons scores et vous allez voir. Avec tout le respect sportif qu'on aime, c'est-à-dire qu'on pose du respect, on regarde aussi, moi, les débuts, je suis arrivé, je montrais à ma compagne le jour une photo où j'étais à Dubaï Desert Classic avec, à côté de Tiger, on a pris la photo ensemble, tchatché, tiens, comment vas-tu? Parce que comme je t'ai dit plus tôt, je l'ai eu connu, tout ça. Mais après, justement, fondamentalement, j'avais quoi comme choix? Soit elle lui disait, oh, c'est Tiger, donc bon, bah, j'arrête de taper mes balles et je regarde. Soit je regarde 3-4 minutes, 5 minutes, ou de temps en temps je me tourne et puis c'est sympa de voir Tiger. Mais d'un autre côté, je suis là, je suis compétiteur dans le même tournoi que lui. Je me suis positionné là au practice et pour faire mon travail. Donc, voilà, d'une certaine forme d'audace, je lui tourne le dos, parce qu'il s'avère qu'il était derrière moi, je lui tourne le dos et je fais mon travail. Voilà. Donc ça, j'ai envie de dire que ce que on peut aussi constater pour ceux qui réussissent, c'est cette part de juste équilibre entre respect, oui, il y a des marches à gravir, tout ça, mais en même temps, je suis ambitieux, j'ai de l'audace, je crois en moi, si possible, sans être arrogant, mais clairement, je crois en moi et mes capacités de frappe, de putting, de petits jeux, de scoring, voilà. Et clairement, le plus vite possible, je me rappelle que c'est une question de s'adapter au contexte extérieur. Parce que quand vous arrivez sur le circuit européen, il y a des pancartes de sponsors de partout, il y a les télés, il y a il y a les tribunes, il y a tout ça. Mais c'est vrai que sur le Challenge Tour, alors encore moins sur le Alps Tour, mais sur le Challenge Tour, on joue plus dans l'anonymat. Mais voilà, c'est progressivement des choses qu'il faut être prêt, peut-être en sophrologie, peut-être en se préparant à l'avance, à se prévisualiser dans ces contextes grandioses. Peut-être, tout comme un artiste aura fait des petites salles avec 20 spectateurs et puis un jour se voit à l'affiche jouer. Et tout comme on se prépare à jouer dans le jeu, dans le froid ou dans le vent ou dans le... Ça fait partie finalement de conditions de jeu, donc il faut ça fait partie de la réalité, quoi. Ça, c'est un autre aspect, je dirais, d'être sportivement bien outillé. Déjà, si on devient un très très bon joueur amateur avec un beau palmarès, et clairement on aura vu de multiples conditions et on aura su s'adapter son propre jeu à plein de conditions différentes, contextuelles aussi. Hein. C'est clair que si vous jouez, vous arrivez au quart, demi, finale d'un British Amateur, il y a 1000 personnes sur la partie. Je veux dire, c'est pas... Et clairement, c'est autre chose que le Grand Prix régional de quelque part en France. Quoi. Bon, voilà. Donc, toutes ces choses-là, c'est... Mais quand on n'y a pas accès tout de suite, c'est peut-être pas mal de se le prévisualiser. Parce que il faut que quelque part une partie de l'inconscient, le jour où on y est dans ce contexte-là, il y trouve sa place et son confort rapidement. Parce que voilà, parce que pour revenir à ta question, ce qui sépare certains champions d'autres champions qui n'ont pas réussi à aller aussi haut que les autres, ou comme tu disais, de réussir une carrière professionnelle. Je pense que c'est beaucoup plus
l'aspect émotionnel, maîtrise de soi, technique ou mental physique. comme on dit, que physique, technique. C'est-à-dire clairement, voilà, c'est pour ça on peut être, c'est pour tout le monde pareil. On sait bien qu'on est tous champions du monde au practice. Maintenant, d'aller en compétition, rendre une belle carte et gérer le formidable challenge qui est un parcours de golf, c'est un autre art, j'ai envie de dire, c'est complètement autre chose. De savoir amener, construire un jeu au practice et de savoir très très bien justement amener toutes ces qualités-là, passer le pont et l'amener sur le parcours, là est le plus beau challenge qu'il puisse y avoir pour réussir après à haut niveau en tant que compétiteur de golf. Ça a été très médiatisé le fait que les temps du buisson, soi-disant, s'entraînaient peu et s'entraînaient pratiquement que sur les parcours. Encore une fois, dans un juste équilibre, aujourd'hui, je pense que c'est très important que nos jeunes joueurs, effectivement, passent un certain quota de leur temps d'entraînement sur les parcours. Si un jeune joueur passe trop de temps sur que les infrastructures d'entraînement, ça ne va pas être aussi optimum, je pense, en tant que en termes de compétences pour arriver de performance finale. Donc, il y a tellement d'aléas qui sont différents sur un parcours de golf, comme tu dis, les lies, les pentes, la vision, le visuel. Quand on arrive sur le circuit européen, moi, en tout cas, c'était mon expérience personnelle, on n'est pas habitué encore à avoir autant de drapeaux collés sur les bords des greens. Placés dans les coins piégeux et visuellement, il faut s'y accoutumer. Il faut rapidement, du coup, bon, pareil, forcément, ce serait parmi les conseils de coaching aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, je vais vous parler de ce concept-là, c'est de savoir ne pas viser un drapeau. Parfois, il y a un instinct en nous, compétiteurs, qui, quand on joue des parcours entre guillemets relativement faciles, on a souvent des drapeaux plus ou moins au milieu des greens ou pas trop justement collés sur les bords. Instinctivement, un jeune joueur, confiant en lui, il va boum boum. Bon. Quand on arrive sur des greens fermes avec des roughs, ainsi de suite, des greens surélevés, des drapeaux coincés sur les bords, il faut apprendre stratégiquement stratégiquement se dire je ne vais pas attaquer ce drapeau, je vais jouer le centre du green. Ça, c'est bien, c'est une première bonne chose, prise de conscience de vouloir le faire. Encore faut-il le faire, parce que je vous dis, des fois, il arrive une lutte de l'instinct qui, lui, veut le drapeau et nous amène à l'erreur. Donc, m'arrivait de faire en tant que coach, je préconise ça en partie dans certaines séquences sur les practices pour mes joueurs, de jouer 4 mètres, 3 mètres, qu'importe, à droite, hop, à gauche, pour gérer justement. Là, on fait de l'entraînement utile par rapport aux besoins qu'on va rencontrer dans la gestion intelligente, j'ose dire, stratégique de parcours. Voilà. Oui. Et d'arriver à faire finalement à coller l'exécution à l'intention et pas se laisser rattraper par c'est vrai, de volonté inconsciente. Il y en a plein de volonté inconsciente. On sait que voilà, les aspects, quand vous êtes sur un practice 1 heure, vous avez principalement 1 heure le sens du vent dans le même sens. Et comme on le sait, en tout cas pour les droitiers, c'est très problématique de l'avoir sur l'épaule gauche. Ça peut amener parfois à influencer la programmation la séquentielle du swing de mauvaise façon, venir par-dessus, ainsi de suite. Donc voilà, sur un parcours, au moins, on est sûr qu'on va se trouver avec tous les sens de vent différents, parce que forcément, un parcours, ça tourne. Voilà, et donc, de ce fait, savoir s'adapter, parce que le feeling d'avoir un vent qui vient, la vision de branche, d'un drapeau qui va comme ça, voilà, on arrive à découvrir que tiens, je suis moins confortable quand j'ai le vent gauche-droite que quand j'ai le vent droite par rapport à ma type de frappe. Est-ce que je suis un joueur infect de tendance naturelle gauche-droite ou est-ce que c'est plutôt l'inverse? Tous ces aspects-là, voilà, c'est vrai que quand on va après dans le développement, l'enrichissement d'un jeu, et donc c'est la part du coaching, c'est faire prendre conscience à ces jeunes tous ces aspects-là pour au mieux qu'ils se connaissent eux-mêmes,
On parlait plutôt des aspects gestion mentale, émotionnelle. Après, il y a ces tendances physiques de swing, ces tendances de trajectoire, ces tendances de qu'est-ce qu'il a le plus de facilité justement à exécuter stratégiquement, des positions de drapeau par rapport à tel endroit du green, par rapport au danger qu'il contourne, par rapport au sens du vent. Il y a des choses, à mon sens, à faire et à ne pas faire. Voilà, il y a c'est savoir aussi quel green, quel drapeau attaquer, quand jouer, pouvoir jouer agressivement, quand jouer de façon plus sûre, entre guillemets. Mais quoi qu'il en soit, bien être aiguisé au plus possible avec son petit jeu, parce que ça permet psychologiquement quand même de se faire plaisir et d'attaquer certains drapeaux. Quand on sait qu'on peut s'appuyer sur son petit jeu, si on est en pleine confiance au chipping et voilà, et dans la finition au putting, bon, bah, ça permet d'aller chercher ses cartes, scorer très bas, et si on espère une carrière professionnelle, clairement, dans un carrière amateur, il faut s'être prouvé au préalable qu'on est capable, de façon, je dirais, au sang-froid, d'aller très très bas, et de scorer très bas. Et pour ce faire, il faut attaquer les multitudes de drapeaux, et pour ce faire, pour être tranquille là-dessus, en confiance, eh bien, on se doit d'avoir un bon petit jeu qui permet de le faire, quoi. Si on est un peu nerveux parce que j'ai le souvenir de chip 3 putts ou la gratte de chip ou machin, bon, du coup, on se donne pas les meilleures chances en plein milieu du fairway pour l'attaque du green au fer 5. Donc, c'est plein d'aspects comme ça que j'ai à cœur déjà en direct à l'instant de transmettre Théo, et qui peut te faire entrevoir tout l'aspect de ton jeu qui est encore vraisemblablement de ton jeune âge de 17 ans à développer, et puis et à développer dans tes grands prix et en compétition.